Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 3 du tuto. Dans cet épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer ce qu'on avait commencé précédemment. Donc on s'était arrêté après l'After Start Checklist. Donc on avait terminé le repoussage, on avait fait notre After Start Checklist. Du coup on va repartir de là. Encore une fois, on a un jour différent, la météo est différente, mais j'ai essayé de garder le même plan de vol, les performances au plus proche, les mêmes poids, etc. Donc normalement tout est quasiment pareil, juste la météo est un petit peu différente. Peut-être que les vitesses et le flex sont un petit peu différents, et le QNH, mais globalement ça reste très proche. Alors, si vous n'avez pas vu, il y a une vidéo qui est sortie juste avant celle-là, que je tenais vraiment à faire avant de s'attaquer à ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire la phase du vol, qui traite de tout l'autopilote, la gestion de l'autopilote, des modes qu'on utilise pendant le vol. Je vous conseille vraiment d'aller la voir, c'est important. Du coup, évidemment, je vais moins m'attarder dessus aujourd'hui, vu que j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc je vais faire des choses en considérant que vous avez vu la vidéo précédente et que du coup j'ai pas besoin de tout réexpliquer. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que on s'attaque à la phase de vol, du coup on a un peu moins de temps entre guillemets. Alors je peux toujours mettre pause sur le simu, mais IRL on peut pas mettre pause, donc évidemment c'est des phases qu'on connaît entre guillemets par cœur. Donc je vais pas lire mon FCOM en permanence. Peut-être que de temps en temps j'irai checker un petit coup d'œil si j'ai un doute sur une info que je vous donne ou quoi, mais globalement je vais pas lire mon FCOM, je vais faire comme je ferai IRN. Donc on va s'attaquer à la phase de roulage. Donc notre avion est là, c'est le petit symbole violet rose. Et on va décoller de la piste 12 gauche. On a prévu un départ en utilisant toute la piste, donc depuis Tango 6. Donc le roulage, on va faire Mike, Tango 5 et Tango 6 pour le point d'attente de la 12 gauche, départ en 12 gauche, le départ Novembre Golf 7 Lima depuis Montpellier, et je rappelle qu'on va à Orly. Donc on va commencer, donc on vient de finir notre After Start Checklist, le mec du sol s'est déconnecté, il nous a fait un petit signe en nous montrant la broche bypass pour nous montrer qu'elle a bien été retirée, et du coup on est prêt pour le roulage. Donc là, le PF demande au PM d'appeler pour le roulage, et le PM appelle donc l'ATC pour dire qu'on est prêt à rouler. Et l'ATC va nous dire, comme je vous ai dit, rouler par Mike Tango pour attendre Tango 6 de la piste 12 gauche. Le PM read back, et c'est parti. Donc, avant de rouler, normalement, celui qui est en place gauche vérifie à gauche de l'appareil que la zone est bien libre de tout obstacle, et celui en place droite évidemment fait la même chose à droite, libre de tout obstacle. Du coup le mec en place gauche dit clear left, le mec en place droite dit clear right, et on est parti. Donc quand on est parti, qu'est-ce qu'on fait? On relâche le parking brake, on allume la runway turn off light, la taxi light. Alors je vais juste me réarrêter 2 secondes pour vous montrer. On met mon parking brake. Alors si j'éteins, je vais laisser juste allumer la taxi light pour vous montrer. Donc la taxi light, elle est positionnée sur le nez. Elle éclaire bien. Elle éclaire droit devant nous pour nous aider à taxi. Je vais éteindre la taxi light. Ouais, donc c'est éteint. Et si j'allume les runway turn off, donc elles sont juste en dessous, c'est les 2 petites là. Elles éclairent des côtés et on les allume aussi pour le roulage, que ce soit de jour ou de nuit. Comme vous voyez, ça éclaire des côtés et ça nous aide à rouler. Un petit truc encore, c'est la nose light, en fait elle a 2 positions, c'est taxi et take-off. Donc là on est sur la taxi, c'est la petite lumière à gauche, et si je passe sur take-off, vous voyez l'intensité est plus puissante, et en fait ça allume la grosse lumière de droite en plus, et donc elle est beaucoup plus puissante. Pour le roulage, on reste en taxi et on allume les runway turn off. Donc c'est juste pour nous permettre de mieux voir. Et d'être vu aussi, ça permet aussi un peu d'être vu. Donc je relâche mon frein de parc, je peux checker ici qu'il n'y a pas de pression, et dès qu'on commence à rouler, le PF fait un brake check. Alors le brake check c'est pas compliqué, on appuie juste un coup sur les freins, on n'est pas obligé de s'arrêter, bon au simu c'est un peu compliqué d'appuyer un petit coup sur les freins, mais normalement on appuie juste un petit coup, et le PF va checker cet indicateur pour vérifier qu'il n'y a pas que les aiguilles ne montent pas. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, ces aiguilles, elles sont reliées. Alors au parking brake, je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo,
mais sinon elles indiquent la pression sur le circuit de frein alternatif. Et donc quand on n'utilise pas le circuit de frein alternatif, quand on n'a pas de problème sur l'avion, on utilise le circuit de frein normal, et du coup ces aiguilles ne sont pas censées monter. Je peux vous montrer, si par exemple je désactive l'anti-skid nose wheel steering, on passe sur le circuit de freinage alternatif, et du coup là si je freine, hop, on voit les aiguilles qui montent. Parce que je suis en train d'utiliser le circuit alternatif. Bon, là j'ai désactivé mon anti-skid et mon nose wheel steering. Alors l'anti-skid en gros c'est l'anti-patinage des roues quoi. Et le nose wheel steering c'est la direction. Donc là si je tourne à gauche ou à droite, on tourne pas. Donc évidemment je vais pas rester comme ça, je vais le réactiver. C'est juste pour vous montrer. Donc le PF appuie, il n'y a pas de pression, on continue, le brake check est réussi. On continue à rouler, et pendant le roulage, généralement sur une ligne droite, un endroit où on n'est pas trop occupé, le PF va annoncer Flight Control Checks. Bon, je vais le faire maintenant, on va très doucement. Donc, Flight Control Checks, j'ai besoin d'appuyer sur aucune page de l'ICAM. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais c'est important d'avoir aucune page sélectionnée pour que l'ICAM switch bien automatiquement en fonction de la phase du vol sur la bonne page. Donc là, je sélectionne aucune page, juste je tire mon sidekick à fond vers l'arrière. Et là, automatiquement, j'ai la bonne page qui se met, et je check que mon elevator est full up, donc que le petit triangle arrive tout en haut. Dans l'autre sens, full down. Je relâche, neutral. Ensuite, avec les ailerons, on check le petit triangle à gauche qui va tout en haut, le petit triangle à droite qui va tout en bas. Donc full left. Full right, neutral. Alors je vais juste m'arrêter comme ça, on va faire ça proprement, je reprendrai le roulage juste après. Bon alors au simu vous avez deux options, hein. Soit vous le faites à l'arrêt parce que vous êtes tout seul et c'est un petit peu compliqué, soit vous pouvez le faire en roulant, là c'est juste que je m'arrête parce qu'en plus je vous explique des choses donc c'est un peu compliqué de tout faire en même temps. Le dernier truc qui nous reste à checker c'est le rudder, donc on appuie sur pédale disconnect, ça permet de déconnecter les pédales du nose wheel steering, donc de la roulette de nez. Normalement quand on pousse sur les pédales, on peut tourner la roulette de nez d'un angle faible. Alors j'ai plus le chiffre en tête, mais la roulette de nez tourne, mais normalement au sol on utilise le tiller. Mais ça veut quand même dire que si on pousse les pédales au sol, l'avion va tourner. Donc pour éviter ça pendant qu'on fait nos flight control checks, on appuie sur le bouton pédale disconnect qui déconnecte les pédales encore une fois du nose wheel steering. Ici au simu on appuie une fois, il reste bloqué. Normalement IRL on doit rester appuyé le temps qu'on fait la manipulation. Donc rudder full right, je check qu'elle va full à droite, full left, neutral. Et je rappuie sur le bouton. Ça c'est juste au simu. Vu qu'IRL, on a juste à le lâcher et il est sur ressort quoi. Donc le flight control check est terminé. Normalement on est toujours en train de rouler. Et ensuite, donc ça c'est le PF, pardon, oui le PF a fait ses flight control check. Et c'est le PM à chaque fois qui colle pull up, pull down, neutral, etc. Ensuite, le PM fait lui-même ses flight control check silencieusement. Et une fois qu'il a terminé, pour chaque side stick, quoi. Une fois qu'il a terminé, je vais juste faire mon virage. Il fait son flow d'après, son taxi flow. Alors son taxi flow, il consiste à mettre les auto-breaks sur max, le terrain on ND as required. Sur le Phoenix, on n'a pas de weather radar, donc j'ai tendance à mettre tout le temps le terrain on ND. Généralement, il faut choisir entre l'un ou l'autre. Comme là, je peux pas mettre le weather radar, autant mettre le terrain. Au moins, j'ai un truc. Bon, même si à Montpellier, j'en ai pas vraiment besoin, je le mets quand même. Donc, je mets le terrain on ND. Et ensuite, il met le weather radar sur on. Alors, je vais juste m'arrêter 2 secondes. Donc le PM il met le weather radar sur on, donc on le met sur 1. Généralement on n'a qu'un radar météo, sur certains avions on a 2, c'est pour ça qu'il y a 2 positions. Le predictive wind shear sur auto, donc ça c'est ce qui va permettre à notre avion de regarder devant et de nous signaler des vents de cisaillement qui sont devant l'avion potentiellement. Il vérifie que le transpondeur est bien set, enfin que le squawk est correct, donc c'est 1000, que le transpondeur est sur auto, que les engine mode selector est as required, donc nous on n'aura pas besoin du ignition, on le laisse sur normal.
Et ensuite, il va appuyer sur le takeoff config test. Le takeoff config test ne bip pas. On check takeoff ICAM memo takeoff no blue. Et le PM a fini son flow. Pendant ce temps, le PF est en train de rouler. Je reprends mon roulage. Et il jette de temps en temps des petits coups d'œil sur l'ICAM. Et dès qu'il voit que tout est vert, c'est-à-dire que le PM a fini son flow et qu'on est prêt, alors le PF appelle pour la taxi checklist. Donc, pendant que je roule, je dis taxi checklist. Le PM sort la taxi checklist. Et on va faire la taxi checklist. Donc, taxi checklist, flight controls, checked. Donc, les deux doivent le dire. Moi, j'ai checké à gauche, le PM a checké de l'autre côté. Ensuite, flap setting, on dit config one inserted. Donc, on vérifie bien qu'elle est insérée dans la page performance en flaps 1. Config one displayed. Donc, ça veut dire qu'on est bien en config 1, enfin 1 plus F. Radar and predictive wind shear on and auto. Alors là, on le verra pas. Et là, on n'est pas en auto, mais bon. Et normalement, sur nos avions, on est en on et auto. Encore une fois, on n'a pas le même weather radar sur nos avions et sur le simu. Engine mode selector, on check ici, il est en normal. Et le dernier item, c'est ICAM memo, takeoff, no blue. Donc par exemple, si je désarme mes spoilers, on n'est pas en ICAM memo, takeoff, no blue, on a du blue. Si tout est fait, alors on est prêt. Donc ICAM memo, takeoff, no blue et taxi checklist completed. Donc je continue à rouler. Alors je peux vous donner aussi cette info, ça peut vous intéresser. Dans ma compagnie, la limite de vitesse sur une ligne droite, donc quand on est en roulage comme ici sur une taxiway qui n'est pas sur l'aire de manœuvre des avions, enfin il n'y a personne à part des avions qui roulent vers le point d'arrêt, la limite c'est 30 nœuds de ground speed. Si on est en ligne droite sur une taxiway dans l'aire de manœuvre où il y a des avions qui bougent, des voitures, des avions qui pushback, etc., la limite c'est 20 nœuds. Dans les virages, si c'est un virage serré, la limite c'est 10 nœuds. Et si c'est un virage un peu moins serré, la limite c'est 15 nœuds. Encore une fois, on se réfère à la ground speed qui est ici. Dernière limite de vitesse, c'est si jamais on est autorisé, par exemple, imaginez qu'on ne soit pas allé au point d'attente Tango 6 parce qu'il est fermé, mais qu'on soit allé au point d'attente juste avant, mais qu'on veuille utiliser quand même toute la piste. Eh ben on va rentrer sur le point d'attente juste avant, on va remonter la piste et on peut faire demi-tour ici. Bon, là on n'aurait pas besoin d'autant de vitesse, mais en tout cas, si on remonte la piste, la limite c'est 50 nœuds pour le roulage. C'est toutes les limitations de vitesse pour le roulage. Donc là je vais remettre mon parking brake 2 secondes. On a des choses à dire. Donc là on est prêt pour le départ. Donc on appelle l'ATC, on leur dit ready for departure, et ils vont éventuellement nous dire line up and wait ou clear for takeoff, peu importe. Et donc on va faire le line up flow. Donc le line up flow du PF, il est pas très compliqué. Si on est juste clear for line up and wait, alors on allume juste la strobe. Parce qu'avant de rentrer sur une piste, on met la strobe. Si on est clear for takeoff, alors on met les landing lights et la taxi light en mode takeoff. En gros, on allume ces lumières que quand on est autorisé au décollage. La strobe, on l'allume dès qu'on rentre sur la piste. Le PM, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il met... Alors, il devrait pas être sur TARA, pardon, je sais pas pourquoi il y est. Donc, le TCAS devrait être sur standby, mais justement, avant d'entrer sur la piste, il met le TCAS sur TARA, il coupe les deux packs, et il fait une annonce à la cabine en disant... Cabin crew, take off. Et pendant ce temps, on line up. Alors avant de line up, on check que la finale est clear, on check que c'est clear à droite. Bon, généralement c'est clear du côté de la piste, mais même si c'est pas clear, en tout cas il faut qu'on soit au courant. On check que le TCAS est clear, qu'on n'a pas de trafic au TCAS. Et on check, alors je vais essayer de vous montrer. On check aussi le panneau du point d'attente, que on est bien au bon endroit. Piste 12 gauche, intersection, un point d'attente Tango 6. Une fois qu'on a fait tout ça, on est bon, on rentre sur la piste, on va dire qu'on était juste autorisé à line-up, donc j'ai juste mis la strobe, et le PF va appeler pour la line-up checklist. Donc line-up checklist, il n'y a que 3 items,
Premier, c'est take off runway, donc on doit tous les deux dire sur quelle piste on décolle. Donc on doit dire runway 1 to left, et si on partait d'une intersection, on dirait aussi l'intersection. Bon là on part de Tango 6, mais c'est full length, quoi. On va utiliser toute la longueur de piste. Alors je vais m'arrêter, j'y pense. Normalement, encore une fois, on s'arrête pas, mais j'y pense, il y a un autre truc que je vais vous expliquer, donc je m'arrête. Donc take off runway 1 to left. TCAS, T-A-R-A, alors on check. Normalement, il suffit de checker ici, en bas du ND, mais il y a écrit TA only. Donc si on veut bien vérifier qu'on est en TARA et pas juste en TA, on regarde ici qu'on est bien en TARA. Donc TCAS, TARA et PAX 1 and 2, off. Line-up checklist completed. Ensuite, il y a un call qui vient du PM et il demande au PF take-off clearance. Il lui demande si on l'a eu. Et là, dans notre cas, le PF va répondre negative clearance. Et le PM va à son tour confirmer ça en disant negative clearance. Si on avait eu la clearance, on aurait dit clearance received, confirmed. Voilà, c'est juste ça. Là, on n'a pas eu la clearance. C'est juste, encore une fois, histoire d'être sûr qu'on est bien d'accord sur notre autorisation ou pas à décoller, si on est juste clear à line-up ou si on est autorisé à décoller. Voilà pour la line-up checklist. L'autre truc que je voulais vous dire, c'est que quand on rentre sur une piste, on n'est pas censé suivre la ligne jaune. Les lignes jaunes, elles sont faites pour sortir de la piste. Quand on rentre sur une piste, ce qu'on fait, c'est que normalement, on entre à 90 degrés de la piste pour utiliser le maximum de la longueur de piste possible. Bon, alors là, le bout de piste n'est pas très bien fait. Il y a des petites loupiottes, on ne sait pas trop où elles commencent, où elles s'arrêtent. Mais on va faire comme si. Donc le but, c'est de rester bien perpendiculaire à l'axe de piste. On avance très doucement, autour de 4-5 nœuds, c'est très très bien. Et on va attendre, alors je vais même ralentir pour essayer de bien vous montrer. On va attendre... Ah, je me suis arrêté, j'ai trop ralenti. On va attendre que la centerline de la piste soit à peu près au niveau du coin de la fenêtre. Alors c'est le repère qu'on a IRL au Simu, je sais pas si ça marche très bien, j'avoue, j'ai jamais essayé. Et une fois qu'on est là, hop, on tourne à fond à droite. Il va falloir un peu plus de gaz parce que là je vais m'arrêter. On met un peu plus de gaz. Et on est pas trop mal. Ah, j'ai freiné un peu trop fort, mais on est pas trop mal. Donc là vous voyez, je suis bien line-up, je suis bien aligné sur mon axe. Et j'ai consommé très peu de pistes en fait. C'est difficile de consommer moins, quoi. Parce que si vous suivez la ligne jaune, et ben au final vous allez être line-up quelque part là-bas, quoi. Et ça n'a pas été pris en compte dans vos calculs de performance. Alors ça paraît pas grand-chose, mais si vous êtes gourmand, que vous faites pas très attention, vous pouvez rapidement vous retrouver à consommer de la piste inutilement. Voilà, juste la petite info. Nous voilà sur la piste. Évidemment, on essaye de rester le moins longtemps possible sur une piste, normalement, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Et donc là, la TC nous appelle, elle nous dit You are clear for takeoff, runway 1 to left, wind, blablabla. Donc on est autorisé au décollage. Le PF allume les landing lights et met la nose light en position takeoff. Ensuite, il refait le call à son PM en disant clearance received. Le PM répond confirmed pour bien, encore une fois, être bien d'accord sur le fait qu'on est autorisé au décollage. Et le PF demande au PM ready, et le PM, je vais y arriver, s'il est prêt, répond ready. Une fois que ça c'est fait, le PF, quand il veut, il dit take off et on est parti. Juste avant ça, bon, je vais mettre mon parking brake, généralement on évite sur la piste, mais une fois j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais vous parler rapidement de la séquence de décollage. Donc la technique de décollage, il n'y a rien de bien sorcier. Sur les moteurs IAE, il faut, alors peu importe les moteurs en fait, mais il faut stabiliser la poussée avant de mettre la pleine patate. Pourquoi? C'est parce que si je mets, bon, on s'en fout, hein, on est au Simu, si je mets de la patate là maintenant, bon là il va gueuler parce que j'ai mis mon parking brake, hop là, vous voyez il a mis du temps à accélérer. Il a mis du temps entre le moment où j'ai mis les gaz et le moment où on a vraiment eu la poussée.
Et ce temps-là, en fait, c'est pas forcément exactement le même sur les deux moteurs. Alors je vais juste lire ça. Ouh, on va faire un take-off config, voilà, magnifique. Je vais reset mes FD. Je vérifie mes perfs, ok, on est bon. Donc ce temps-là, normalement, pardon, c'est pas forcément le même sur les deux moteurs. Et ce qui prend le plus de temps, en fait, c'est d'accélérer entre, si on parle en N1, c'est entre 20 et 50%. C'est ça ce qui va prendre le plus de temps. Du coup, ce qu'on fait, c'est que avant de mettre la pleine poussée, on met un peu de poussée sur les moteurs pour qu'ils se stabilisent à une poussée égale. Et une fois qu'ils se sont stabilisés à une poussée égale, alors là, on met la pleine patate parce que ça va beaucoup plus vite. Donc sur les moteurs IAE, c'est pas le N1 qu'on regarde, c'est le PR. Et du coup, on va mettre 1,05 de PR. Donc c'est la ligne qui n'existe pas, mais c'est entre cette première ligne-là et le 1 actuellement. Donc c'est quelque part par là. Si je vous montre, c'est quelque part ici. Là, vous voyez, ça prend du temps. Vous voyez, là, on est à 1,049, donc c'est parfait. Hein. On est à 1,05. On est à peu près à 44-45% de N1. Et donc là, nos moteurs sont stabilisés. Une fois qu'on a ça, on est parti. Enfin, on peut mettre la pleine patate. Autre chose que je vous ai pas dite, si on a une stop margin, alors ça c'est dommage, c'est pas, on l'a pas sur le Phoenix, mais normalement quand on fait notre calcul de performance, il nous dit quelle marge on a pour s'arrêter en fonction de la longueur de piste. Si jamais on reject le take-off à V1, il faut qu'on soit capable de s'arrêter sur la piste. Et en plus d'être capable, généralement on a de la marge. Et en fonction de cette marge, on peut faire un rolling take-off ou pas. La règle elle est très simple dans la compagnie, c'est si on a plus de 50 mètres de marge sur la stop margin, ça veut dire que en cas de pas de moteur AV1, enfin pardon, en cas d'arrêt décollage AV1, on met les moteurs en idle, on s'arrête sur la piste en freinant comme on peut, il nous restera 50 mètres de marge. Si on a 50 mètres de marge ou plus, alors on a le droit de faire un rolling take-off. Ça veut dire que dès qu'on veut, on peut relâcher les freins, mettre 1,05 de PR, stabiliser les moteurs et ensuite mettre pleine patate. Si on n'a pas ces 50 mètres de stop margin ou si on n'est pas confiant pour faire un rolling take-off, pas de problème. Dans ce cas-là, on enlève le frein de parc, évidemment, on n'est pas censé l'avoir, mais on reste pied sur les freins. On freine, on met 1,05 de PR, et une fois qu'on les a, que c'est stabilisé, c'est à ce moment-là qu'on lâche les freins et qu'on met la patate. Voilà. C'était juste pour vous dire ça. Je vais encore une fois reset mes FD parce qu'on a le mode ACRS qui s'engage. Et la dernière chose que je vous ai pas dit, c'est que pendant le décollage, avant de mettre la poussée, on pousse sur le side stick et on essaye de le mettre environ à moitié de la déflexion totale vers l'avant. On pousse vers le sol. Ça permet quoi? Ça permet de 1, on a des moteurs qui sont montés sous les ailes. Ce qui fait que quand ils vont pousser, ils vont avoir tendance à pousser le nez de l'avion vers le haut. Vous voyez, ça fait un effet comme ça et ça pousse l'avion, enfin le nez de l'avion vers le haut. Le fait de pousser sur le stick, ça permet de plaquer un peu plus l'avion au sol, donc éviter ce mouvement vers le haut. Et ça permet aussi de mettre plus de poids sur la roulette de nez, ce qui augmente son efficacité et du coup nous permet de mieux maintenir la centerline. Donc ça on le fait à basse vitesse jusqu'à 80 nœuds. Plus on accélère, plus l'avion est stable et plus la gouverne de direction devient efficace et du coup on n'a plus vraiment besoin de la roulette de nez pour se maintenir sur l'axe de piste. La gouverne de direction suffit. Et quand on est à l'arrêt, elle n'est pas efficace en fait, elle ne sert à rien. Donc plus on accélère, plus elle va être efficace. Donc je garde ça jusqu'à 80 nœuds. Atteignant 80 nœuds, je vais progressivement relâcher la pression, le but étant d'arriver au neutre en arrivant à 100 nœuds. Ça c'est pour le side stick. Pendant le décollage, le PF, une fois qu'il a mis les gaz, il va lire le FMA parce que les indications sur le FMA vont changer. On aura écrit manflex et la valeur du flex, si on met l'écran flex, ou alors si on met toga, on aura écrit mantoga. Donc dans notre cas, on aura écrit manflex 68
SRS, Runway et Auto Thrust Blue. Ces modes-là, je vous les expliquerai dans une autre vidéo. Je vous dis juste qu'on les aura. Si ça vous intéresse, j'expliquerai dans une autre vidéo. Avant de commencer ça, on lance aussi un petit chrono. Généralement, c'est le PM, mais les deux peuvent le lancer, peu importe. On part, la patate est mise, le PM check que la patate est mise. Comment il fait ça? C'est très simple. Il regarde la valeur de PR actuelle fournie par les moteurs. Donc là, on a 1.004. Et il regarde celle du flex qui est affichée là. Et donc, pendant notre décollage, on devrait avoir une valeur de PR des moteurs qui est à 1,303. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'on n'a pas la puissance de décollage. Puisque c'est ça qui est prévu, quoi. Une fois qu'il a vu que les deux puissances correspondaient, il dit Thrust 7 et on continue le décollage. Le captain, alors là c'est plus PFPM, c'est le captain, garde sa main sur les thrusts jusqu'à V1. Donc peu importe qui est PF, le PF va mettre la poussée sur flex, et si c'est le copilote qui est pilot flying, une fois qu'il l'a mis sur flex, ou sur toga, encore une fois peu importe, il va lâcher sa main des thrusts pour que le captain vienne mettre sa main sur les thrusts. Si le captain est PF, eh ben, il met la poussée et évidemment il garde sa main, il ne l'enlève pas. Pourquoi? C'est parce que il n'y a que le captain qui prend la décision de reject le décollage. Parce que c'est quelque chose qui doit aller très vite, on n'a pas le temps de prendre la décision à deux, du coup c'est le captain qui prend la décision. Donc il garde ses mains sur les manettes de gaz jusqu'à V1. Ensuite, donc on a continué notre décollage, on est en train d'accélérer. Le PM, quand on arrive à 100 nœuds, va call 100 knots. Le PF répond checked. Et pendant ce temps, le PM monitor tous les paramètres du décollage, de tous les écrans, vérifier que ça correspond bien, qu'on n'a pas des trucs qui sont incohérents. On continue d'accélérer, on arrive à V1, qui sera indiqué. Pour nous, c'est 141 nœuds, notre vitesse de rotation c'est la même, et V2 143. Donc on arrive à V1, le PM annonce V1, puis rotate quand on arrive à rotate, et le PF rotate. Donc pour rotate, il faut normalement viser... Alors déjà, la rotation, c'est une manœuvre qui se fait à vue. Normalement, le PF, en quasiment tout le décollage, ne regarde quasiment que à l'extérieur. Alors évidemment, on fait des petits checks à l'intérieur, notamment sur la vitesse, mais c'est quasiment que à l'extérieur. Le taux de rotation, ça vient avec l'expérience, faut sentir un peu l'avion. Normalement, il faut viser 3 degrés par seconde. Alors c'est très théorique, ça va être très compliqué à faire, mais j'ai pas vraiment d'astuce à vous donner là-dessus. Je sais qu'il y en a qui comptent. Je veux dire, bon, pour ne pas citer Monsieur Togalok, tu passes par là, des bisous. Monsieur Togalok qui compte 1 crocodile, 2 crocodiles, 3 crocodiles. Bon, moi j'ai jamais fait ça, je vais pas vous conseiller de le faire. En tout cas, sachez que ça existe. Disons que c'est un truc qui se sent et voilà. Et après la rotation, on va suivre le mode SRS de l'avion qui va nous dire quel pitch prendre, généralement autour de 17 degrés. Voilà où je pense qu'on a dit pas mal de choses. Évidemment, après le décollage, le PM annonce positive rate, le PF répond gear up et le PM rentre le train. Ensuite, le PF a juste à suivre ses flight directors, engager l'autopilote et la vie est belle. Tout ça, c'était très théorique. On est parti. Donc, on relâche le frein de parc, qui n'était pas censé être serré, mais il l'était. Je vais vous faire un départ sur les freins. Donc, comme je vous ai dit, pas un rolling take-off. Donc, je mets mes pieds sur les freins. Ready, take-off. Donc, je mets 1,05 de PR. Je lance mon chrono. Un petit peu plus. Voilà, on a 1,05. Je relâche mes freins et je vais mettre mes manettes sur le cran flex. Je lis mon FMA, Manflex 68, SRS, Auto Thrust Blue. Le PM check que la valeur correspond bien avec le flex. Il annonce Thrust 7
On approche, alors pardon, j'ai pas poussé mon statistique parce que j'ai la main sur la souris, du coup j'ai pas pu vous montrer. 100 knots, le PM l'annonce. Le PF maintient bien la centerline. Je garde mes mains sur les thrusts jusqu'à V1. V1, je relâche et rotate. Et on rotate. Donc on regarde à l'extérieur. Positive rate. Gear up. Et le PF continue à lire son FMA. Là on passe en nav. Alors je vais engager l'autopilote rapidement pour pouvoir être tranquille et vous expliquer des trucs. AP1. Alors, globalement, dès qu'on a un changement sur le FMA, il faut absolument le lire. Donc là, on arrive à 1000 pieds, on arrive à notre thrust reduction altitude et acceleration altitude également. Donc on a le climb qui flash. Donc je recule d'un cran mes manettes de gaz pour les mettre sur climb. Thrust climb, climb, auto thrust. Alors lever asymétrie, ça c'est parce que les manettes de gaz sont pas bien calibrées, voilà. Thrust climb, auto thrust. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Le thrust climb, il veut dire on a la poussée pour le climb. Le climb, il veut dire qu'on est sorti du mode SRS et qu'on est passé en mode climb. Le mode climb, il permet quoi? Il permet de baisser un peu le nez de l'avion pour accélérer jusqu'à la vitesse qu'on lui a demandé. Alors là, c'est pas nous vraiment qui lui avons demandé, c'est la manage speed. Mais la manage speed lui demande 250 nœuds. Donc il baisse le nez de l'avion, il réduit le taux de montée pour accélérer jusqu'à 250 nœuds. L'autothrust veut dire que l'autothrust est passé en actif et du coup les thrusts vont se gérer toutes seules. On passe au-dessus de S-Speed, donc on a la vitesse pour rentrer les flaps. Donc j'ordonne flap 0, le PM check la vitesse, il dit speed checked, flaps 0. On rentre les flaps, l'avion continue d'accélérer. Et une fois que le PM a rentré les flaps, il fait son petit flow. Qui est, oui, alors du coup j'ai beaucoup parlé donc j'ai pas eu le temps de faire ça mais j'arrive. Son petit flow qui est de, alors en fait c'est vrai, pardon, autant pour moi j'ai oublié. Normalement quand on met thrust climb et du coup qu'on lit thrust climb, climb auto thrust, le PM met le pack 1 sur on. Il attend 10 secondes et après avoir attendu 10 secondes il met le pack 2 sur on. Autant pour moi. Donc on revient là où on en était, donc le PM arrêtera que les flaps. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? C'est désarmer les spoilers, éteindre les loupiottes du train d'atterrissage parce qu'elles nous servent plus à rien. Et dans ma compagnie, de jour, on éteint également les landing lights, même si on est sous 10 000 pieds. Je sais qu'il y a des compagnies qui les gardent jusqu'à 10 000 pieds, nous c'est comme ça. On a le QNH qui flash, donc c'est le moment de passer en standard. On pull standard et on check une fois, deux fois, 3 fois, standard cross-check, passing flight level 6-0, now. Et le PM, enfin pardon, le PF répond checked. Speed alt star, pourquoi? Parce qu'on arrive au niveau 7-0, du coup notre avion level off parce qu'on avait mis 7000 sur le FCU. Également on peut checker la température, alors on est à 13 degrés, on n'a pas vraiment besoin d'anti-ice, généralement c'est sous 10 degrés de TAT, donc on va activer l'anti-ice. Je remarque un autre truc sur moins de D, c'est qu'on voit que dalle, donc je dézoome. Désolé, je vais vite, il y a beaucoup de choses à dire, et en même temps l'avion continue d'avancer, donc je fais au mieux. Bon, on est autorisé à continuer notre montée niveau, j'en sais rien moi, niveau 200. Donc je mets niveau 200, je pousse mon altitude, thrust climb, climb, flat level 2-0-0. Et là, on peut un peu souffler, on a un peu plus de temps. Alors on est encore dans les nuages, on continue à monter, donc la température va continuer de chuter. Dans le doute, on active les engine anti-ice. Voilà. Bon là, on est dans une phase un peu plus calme. Enfin, ça va aller en s'améliorant, on va dire. Bon, et ben en fait, on est déjà sorti de la couche. Bon, je vais attendre un peu qu'on soit vraiment bien. Ouais, allez, c'est bon. On est bien sorti de la couche, donc on peut couper les engine anti-ice. En passant de niveau 100, donc l'avion, si on va dans flight plan et qu'on va ici, il a une contrainte de vitesse. Vous voyez, 250 jusqu'au niveau 100, c'est le standard. Si j'ai pas envie de m'emmerder et que je veux accélérer, hop, je peux clear ça, j'insère. Et là, même si on est sous le niveau 100, il va déjà accélérer à sa vitesse de montée standard, donc qui est 299 ou max 76. Si je l'avais pas fait, dès qu'il aurait passé le niveau 100, il aurait accéléré tout seul jusqu'à la même vitesse. C'était juste pour vous montrer ça. On passe le niveau 100, le petit flot de passage du niveau 100, l'air est pas turbulent, on peut détacher les passagers. Et
le PM a plusieurs choses à faire sur le MCDU. Donc dans notre secondary flight plan, on avait notre procédure de en cas de panne moteur, notre engine out SID, on n'en a plus besoin, donc on fait copie active pour avoir une sauvegarde du plan de vol actuel. Il va également clear dans RadNav pour désélectionner les VOR qu'on avait éventuellement forcés. Et si jamais on avait mis des fixes, il va aussi les clear, les fixes du départ. Donc je sais pas si j'avais mis LFMT 12 gauche. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai dû me tromper. LFMT 12 gauche, radial, je sais pas, on va mettre 040, peu importe. Hop, oh j'ai une radiale. Bon, et ben il faut la clear. Voilà, hop. Et c'est fini pour le PM. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On aime bien avoir un ICAM propre. On a des compagnies message. Donc on va dans MCDU, ASU, AOC menu, Receive Messages, CD load sheet, on s'en fout. Voilà, on a un ICAM tout beau, tout propre. Et on continue notre montée. Alors encore une fois, je vais pas trop vous parler des modes de l'autopilote puisque je l'ai déjà fait dans la précédente vidéo. Donc je vais faire mon vol un peu comme ça et on est bien. Je vais monter jusqu'à mon niveau de croisière qui est niveau 320. Je vais faire une pause dans la vidéo. Si jamais j'ai oublié de vous dire quelque chose et que ça me revient, je vous reprendrai. Sinon, je vous dis à tout de suite en croisière. Je suis en train de penser, en fait, c'est vrai que c'est une vidéo où j'explique pas grand chose. Alors qu'il y a quand même beaucoup de trucs à expliquer, mais c'est plutôt sur des systèmes en particulier. Et je compte faire vraiment une vidéo sur chaque système pour détailler bien le truc. Mais je voulais quand même faire un vol complet pour quelqu'un qui est complètement débutant, qui puisse voir comment se passe un vol complet, bon, même s'il est découpé en plusieurs vidéos. Et j'essaie quand même de vous donner des informations que vous n'avez pas forcément. Ça me fait penser, il y a quelque chose que je vous ai pas dit, c'est que on va voler en espace RVSM. RVSM, ça veut dire Reduce Vertical Separation Minima. Et globalement, un peu partout sur la planète, quasiment, il y a des espaces RVSM au-dessus du niveau 290. Qu'est-ce que c'est les espaces RVSM? Normalement, au-dessus du niveau 290, nos altimètres sont pas très précis, on va dire. Et du coup, avant, au-dessus du niveau 290, il y avait 2000 pieds de séparation entre chaque niveau de vol. Ça veut dire que donc, les avions sont toujours séparés en fonction de leur direction. Donc moi, par exemple, si je vais au niveau 200... Enfin, si je suis au niveau 200 et que je vais dans cette direction, et ben l'avion qui va dans la direction opposée, je simplifie grandement. L'avion qui va dans le sens opposé, il sera au niveau 210 ou 190. C'est pareil de 1000 pieds. Ce qui veut dire que le prochain avion qui va dans la même direction que moi, il est 2000 pieds au-dessus ou en dessous. Donc 22 000 pieds ou un niveau 220. En espace RVSM, il y a 2000 pieds de séparation entre deux avions. Enfin, pardon. Au-dessus du niveau de 290 en espace non RVSM, il y a 2000 pieds de séparation. Donc, ça veut dire que si moi, encore une fois, je vais dans ce sens-là au niveau 300, le trafic qui va dans le sens opposé, il devrait être au niveau 320. Alors qu'en espace RVSM, et du coup, ça veut aussi dire que le trafic qui va dans la même direction que moi, il est 4000 pieds au-dessus, donc au niveau 340 par exemple. En espace RVSM, on garde les 1000 pieds de séparation, et du coup ça demande un certain nombre de critères de précision sur les altimètres et sur l'autopilote. Du coup, on n'a normalement pas le droit de voler manuellement au-dessus du niveau 290 en espace RVSM, ça demande d'avoir un autopilote. Et avant d'entrer en espace RVSM, dans ma compagnie, on doit faire un RVSM check. Ce qu'on fait, c'est que le PF va dire Passing Flight Level 226 now, et le PM regarde que sur son altimètre à lui, on est bien passé au niveau 226 en même temps. Si c'est pas en même temps, il va dire de combien de pieds il y avait d'écart. Donc si par exemple moi j'étais au 226 mais que lui il était à 22 620 pieds,
et ben il va dire 20 above. Ensuite on fait la même chose avec le standby. Donc passing flight level 2, 3, 4 now. Et pareil, le PM check le standby. Généralement sur le standby il y a une plus grosse déviation d'altitude. Puisque il y a une erreur d'instrument qui est liée au standby altimeter parce qu'il n'est pas corrigé pour la vitesse, alors que nos PFD le sont. Du coup, on peut avoir des déviations. Alors, on a des taux de, comment dire, on a des tolérances acceptables ou pas. Donc sur un radio, enfin sur un standby altimètre, on peut avoir 200 pieds de déviation, ce qui est tolérable. Par contre, entre les principaux, c'est autour de 75 pieds, je crois, de mémoire. Mais de toute façon, on n'a jamais ça. Honnêtement, si on a une valeur qui est supérieure, enfin, si on a une différence qui est supérieure, je sais pas, à 50 pieds, on va aller vérifier parce que c'est pas normal. Généralement, c'est autour de 20 pieds. Et le standby, ouais, ça peut monter à 200 sans que ce soit un problème. Si on a, je sais pas, si on a 400 pieds d'écart, pareil, on va aller checker si c'est bien dans nos valeurs acceptables ou pas. Voilà pour le RVSM check. Un truc que je vous ai pas dit, je me rends compte, je parle beaucoup. Du coup, je fais pas attention à des petites choses. Normalement, donc sur notre, avant de partir, on avait mis les contraintes parce que si jamais on avait des contraintes sur notre départ, ça permet de les afficher. Normalement, une fois qu'on a passé toutes les contraintes, donc on n'a plus de contraintes ou qu'on passe au niveau 100, normalement on les garde au moins jusqu'au niveau 100. Même si on n'en a plus, on les garde au moins jusqu'au niveau 100. Mais si on en a après le niveau 100, on les garde jusqu'à ce qu'on ait plus de contraintes. Une fois qu'on n'en a plus et qu'on est au-dessus du niveau 100, généralement on passe en airport, ce qui permet d'afficher les aéroports les plus proches, au cas où on a un problème, si on a besoin de diver. On passe en airport des deux côtés. Voilà. Et pareil, j'ai gardé le terrain on Andy, bon à cette altitude au-dessus de absolument rien, entre Montpellier et Orly, il n'y a pas beaucoup de terrain. On peut le désactiver, on peut le garder, moi je vais le garder, mais peu importe. Alors je vous reprends juste avant d'arriver en croisière. Dans ma compagnie, on a une règle qui dit que on ne doit pas avoir une vertical speed qui est supérieure à notre différence d'altitude par rapport à notre niveau auquel on arrive. Donc là par exemple, quand j'étais à 30 800 pieds, j'avais 1200 pieds d'écart. C'est-à-dire que normalement, je n'ai pas le droit d'avoir une VS supérieure à 1200. Bon là, je suis à moins de 1000 pieds. Quand on est à moins de 1000 pieds d'écart, on garde 1000 pieds par minute maximum jusqu'à l'interception du niveau. Ça permet quoi? Ça permet d'éviter les alertes TICAS sur d'autres avions. Parce que par exemple, si j'ai un avion qui est juste au-dessus au niveau 330 et que j'intercepte le niveau 320 avec une vertical speed à 6000 pieds minute, et ben le TICAS il sait pas que je vais m'arrêter au niveau 320. Donc il va communiquer avec l'autre avion et il va voir qu'il y a une potentielle collision. Et du coup, on va potentiellement avoir un TICAS inutile, puisque en soi, je m'arrête au niveau 320. Donc, on lit notre FMA, Alstar, on arrive à notre niveau de croisière. Très bientôt, voilà, Mac Al Cruise. Ça veut dire qu'on est passé en mode croisière, Tom croisière. La blague est énorme. Ce qu'on fait quand on arrive en croisière, c'est qu'on met le TICAS sur below et si on avait mis le pack flow sur low, on peut le mettre, enfin on le remet sur normal. Alors une fois arrivé en croisière, il n'y a plus grand chose à faire. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit system check. Alors on appuie sur la page all et on fait défiler toutes les pages des systèmes, vérifier que tout va bien. Bon, on check que tout est vert quoi en gros. Hein. On s'embête pas davantage. On check les températures aussi. Bon, il fait 25 dans le cockpit, c'est pas mal. La température est agréable. Et puis voilà, on vérifie que tout est bon. On vérifie, et une fois qu'on a fini, évidemment, on désélectionne la page, toujours pour avoir le switch automatique de l'ICAM. On vérifie la cabine attitude qui est bien. La pressurisation, le delta P qui est bien aussi. On peut regarder la température extérieure. Bon, voilà. On fait une petite annonce passager aussi. Voilà à peu près tout. Dernier truc qui nous reste à faire pendant la croisière, c'est de faire des checks carburant. Donc pour faire les checks carburant, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans notre simbrief. Alors pour moi, c'est la page 4, ça commence à partir de la page 4. Pour vous, ça peut être autre chose, mais voilà. Et on va prendre, par exemple, notre prochain point. Donc notre prochain point, nous, c'est ma dot. On va checker ma dot. Ma dot. Voilà, ma dot est là.
et on va checker le fuel qu'on est censé avoir à Madot. Donc à Madot, on est censé EFOB, ça veut dire Estimated Fuel on Board, on est censé avoir 3.8. À Madot, probablement on aura un peu moins que 3.8. On sera un peu en dessous de ce qui est prévu par Simbrief. Donc là actuellement on a 3860, le temps d'arriver à Madot on sera quasiment à 3.8 mais peut-être un petit peu en dessous. Donc ça c'est pas dramatique. Ce qui est important c'est de vérifier, alors nous on est obligé de vérifier maximum toutes les heures. On va faire des checks de carburant comme ça avec des points maximum toutes les heures pour vérifier surtout qu'on n'a pas de leak dans de fuite de carburant. Après ce qui nous intéresse c'est surtout de savoir qu'on a suffisamment de fuel pour aller jusqu'à notre destination et en plus de ça on a 1 tonne d'extra ce qui représente 30 minutes donc on a suffisamment de carburant même si on est un peu en dessous de ce qu'avait prévu Simbrief. C'est pas très grave. Et du coup on check qu'on n'a pas de fuite de carburant, que la consommation a été comment dire consistante quoi, qu'elle fait sens. Un moyen simple de checker, bon alors il n'est pas infaillible mais un moyen simple de vérifier si on n'a pas de fuite de carburant, c'est d'ajouter la quantité de fuel utilisé, là on a 2180, et la quantité de fuel on board. Donc 3820 plus 2180, ça fait 6000. Donc ça nous fait 6 tonnes de fuel. Ça tombe bien, c'est exactement ce avec quoi on est parti. Si y a une différence entre les deux, c'est qu'on a perdu du carburant quelque part, donc probablement qu'on a une fuite. Mais si vous ajoutez ces deux-là, vous êtes censé tomber sur le fuel on board que vous aviez juste après le refueling. Voilà. Et on vérifie aussi que le fuel est balanced, donc ça veut dire que il y a autant de fuel dans les deux ailes ou on va dire moins de 400 kg de différence. S'il y a plus de 400 kg, il y a une imbalance et on a une checklist spéciale pour ça, pour régler la différence de poids qu'il y a entre les deux ailes. Mais là on est parfaitement balance, c'est magnifique. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur la croisière. Évidemment pendant la phase de croisière avant la descente on va préparer notre descente, mais je vous parlerai de tout ça dans la prochaine vidéo. On va s'arrêter ici, donc on a fait le roulage, le décollage, la montée et la croisière. Je vous reprendrai dans la prochaine vidéo normalement à peu près ici où on va parler de la suite, donc la préparation de la descente et la descente, peut-être plus, je sais pas exactement en fonction du temps que ça prendra. Voilà, j'avoue que je pensais pas que cette vidéo serait aussi longue, je pensais que j'aurais pas grand chose à dire au final. J'ai quand même beaucoup parlé. J'espère que c'était quand même intéressant. N'hésitez pas encore une fois à me faire des retours, que ce soit sur ce que je dis, sur la qualité de la vidéo, du son et du montage. Encore une fois, merci à Greg qui fait le montage. Si vous avez des retours à nous faire à tous les deux, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao, ciao.